Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo explicative pour le chapitre 6 de géographie, prévenir, empêcher, gérer les risques industriels et technologiques. Euh, alors, on va commencer, donc en introduction, il va déjà falloir qu'on explique ce que c'est que les risques industriels et technologiques. C'est marqué dans le titre du chapitre, mais qu'est-ce que c'est? De quoi on va parler? Alors, vous vous rappelez sans doute qu'on a déjà parlé de ce qu'on appelle les risques naturels. Un risque naturel, c'est quelque chose qui vient de la nature et qui peut être dangereux pour les hommes. Par exemple, une tempête, ou par exemple un tsunami. Un risque, c'est quelque chose qui peut arriver. D'accord? Un risque, c'est il peut se passer ça, et si jamais ça arrive, il va y avoir des morts, des destructions, etc. Donc comme je le disais, il y a les risques naturels, une tempête, un tsunami, ça peut se produire et ça peut causer des morts et des destructions, mais on a aussi ce qu'on appelle les risques industriels et technologiques. Ça, c'est des risques qui viennent des activités humaines. Un exemple de risque industriel et technologique, une usine qui explose. Une usine avec des produits chimiques qui explosent et qui va libérer des produits chimiques dans l'atmosphère. Si les êtres humains les respirent, ça peut être très mauvais pour leur santé. Ou une centrale nucléaire qui explose. Une marée noire, c'est-à-dire quand un pétrolier, un bateau transporte du pétrole, que le bateau y coule, et que le pétrole se répand dans l'océan, sur les plages, etc. Tout ça, c'est des exemples de risques industriels et technologiques. Donc, un risque, quelque chose qui peut se passer, qui peut être grave, dangereux pour la population, mais qui, là, risque industriel et technologique, ça vient des activités humaines. Par opposition au risque naturel, là, ça vient des hommes et de ce qu'ils font. Ok? Donc, avec le développement des activités humaines, notamment industrielles, les risques technologiques sont de plus en plus importants. Donc encore une fois, un risque, un danger qui menace un groupe humain, risque technologique, un risque généré, donc créé par des activités humaines, comme les industries, le transport et l'énergie. Ce que signifie la phrase, c'est que les activités humaines se développent de plus en plus à l'échelle du monde, il y a de plus en plus de commerce, de plus en plus d'industries, de plus en plus d'usines, etc. Et évidemment, à mesure qu'il y en a de plus en plus, bah, il y a de plus en plus aussi le risque que quelque chose se passe mal, et donc il y en a une qui explose, ou qu'il y ait une marée noire, etc. Donc les risques sont de plus en plus importants. Il est donc nécessaire d'agir pour éviter des catastrophes liées à ces activités. Alors là aussi, il faut qu'on explique le mot, même si ça a l'air plus simple. Une catastrophe, c'est la réalisation d'un risque, c'est marqué ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit tout à l'heure qu'un risque, c'est quelque chose qui peut se passer. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir une usine qui explose. D'accord? Une catastrophe, c'est ça y est, ça s'est passé. Il y a eu la tempête, il y a eu une usine qui a explosé, et donc il y a eu des morts, des destructions, etc. Ok? Donc ça c'est pour vous l'expliquer clairement, un risque ça peut se produire, une catastrophe, ça y est c'est fait, ça s'est produit, et il y a eu des dégâts et des morts. D'accord? Euh, donc, vu qu'il y a des risques technologiques qui sont de plus en plus importants, parce que comme je le disais, on a de plus en plus d'activités humaines qui peuvent s'avérer dangereuses, les sociétés, au sens de les groupes d'humains, ont besoin d'agir, de faire des choses, on va voir quoi, pour se protéger face à ces catastrophes. Alors, comme souvent en géographie, on va étudier donc un exemple précis. Petite parenthèse, vous verrez que ce chapitre est assez court. Hein. C'est pas un très gros chapitre, il est plutôt court. D'ailleurs, je pense pas que la vidéo va durer très très longtemps. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à bien retenir, donc soyez attentifs. C'est court, mais il y a quand même beaucoup de choses. Ok? Donc, on y va. On va étudier comme exemple le Japon. Le Japon face au risque nucléaire. Ok? Alors, le risque nucléaire, c'est le risque qu'une centrale nucléaire explose. Donc dans cette partie, on va parler de Fukushima, vous en avez peut-être entendu parler. J'insiste juste sur le fait que ce n'est qu'un exemple. Il n'y a pas que le nucléaire comme risque technologique, ça j'espère que vous l'avez bien compris.
D'accord? Encore une fois, les risques technologiques, ça peut être une usine de produits chimiques qui explose, ça peut être un camion qui transporte des produits chimiques qui a un accident, voilà, qui contamine une région. Ça peut être des bateaux aussi qui transportent du pétrole qui coule. Bon, ça peut être plein de choses. Nous, ici, on étudie un exemple. Ok? Donc, prévenir le risque nucléaire au Japon. On va prendre les questions 1 à 7, page 301, 303. Je vous rappelle, même si là, normalement, vous commencez à avoir l'habitude, vu que c'est pas la première fois qu'on fait ça, vous êtes censé avoir fait les questions tout seul de votre côté. Moi, ce que je vais faire là, c'est une correction assez rapide, où je vous donne des explications, un peu comme si on était en classe. Mais, je répète, vous êtes censé avoir fait les questions tout seul. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous mettez cette vidéo en pause, vous prenez votre manuel page 301 à 303, vous prenez une feuille de brouillon, ça suffit, et vous répondez aux questions, 1 à 7, page 301 à 303. C'est important parce que sinon, vous n'allez pas retenir ce que je vous dis. Pour bien retenir, pour bien comprendre, vous devez faire le travail tout seul, vous trompez, au pire, c'est pas grave, et ensuite regardez la correction. Mais si vous ne faites pas l'effort de réfléchir un tout petit peu par vous-même et que vous contentez juste de regarder la vidéo, ça sera énormément moins efficace. Ok? Donc, encore une fois, je vais avancer, je considère que vous avez fait ce travail. Ok? Donc on est parti. Première question. Où se situe Fukushima et à quel risque est-ce que les habitants de la région sont exposés? Donc on prend la page 301, voilà. Donc on prend la carte et on va essayer un peu de se repérer. Donc Fukushima, c'est ici. On va plutôt regarder la mini-carte, ce sera plus clair pour situer. Voilà. Donc, vous voyez que Fukushima, ça se situe au Japon, donc plutôt vers l'est du territoire, et Fukushima est situé sur le littoral, c'est-à-dire près de la mer. Donc, on va pouvoir noter ça, mais avant ça, il faut qu'on regarde à quel risque est-ce que les habitants de cette région sont exposés. Donc, si on regarde, donc encore une fois, Fukushima c'est là, vous voyez qu'on est très près du littoral de l'océan Pacifique, et vous voyez aussi qu'on a 2 centrales nucléaires, donc, qui sont sur le littoral. Donc, ils sont exposés au risque nucléaire. Je répète, un risque, c'est quelque chose qui peut se produire. C'est pas obligé, mais ça peut se produire. Il peut y avoir un accident nucléaire. D'accord? Donc, réponse à la première question. Fukushima se situe à l'est du Japon sur le littoral. Les habitants sont soumis à un risque nucléaire. Donc, il y a 2 centrales nucléaires qui peuvent connaître un accident, ça peut se passer, et laisser échapper de la radioactivité. Alors là, c'est pas forcément à retenir, c'est pas le plus important, j'essaie juste de vous expliquer pourquoi c'est dangereux en fait. Si jamais une centrale nucléaire explose, elle peut disséminer de la radioactivité. Alors la radioactivité, c'est des rayons qui sortent du noyau d'un atome qui a été fissuré. D'accord? C'est très dangereux à forte dose. Après, la radioactivité, il y en a partout. Même chez vous, vous avez des trucs radioactifs, mais tellement faibles que c'est pas du tout dangereux. D'accord? Par contre, quand les doses sont très très fortes, quand il y a beaucoup de radioactivité, que vous êtes exposé à ça, c'est très très destructeur en fait pour le corps et pour les cellules qui sont à l'intérieur. Ok? Bon, encore une fois, ça c'est assez technique, c'est pas la peine de retenir, je vous demanderai pas d'expliquer ce que c'est que la radioactivité, hein, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez pourquoi c'est dangereux, d'accord? Donc, document 1 et 2, quels événements ont frappé Fukushima en 2011? Donc là, vous savez peut-être avant de lire les documents ce qui s'est passé. Donc, les 2 centrales nucléaires sont près de l'océan Pacifique, et en 2011, donc, il y a eu un tsunami. Donc pour rappel, un tsunami, c'est un tremblement de terre sous-marin, donc il y a eu un tremblement de terre en fait dans l'océan Pacifique, et ce tremblement de terre génère une vague, pas forcément très haute, mais très puissante, et cette vague s'est abattue sur la côte.
Cette vague, donc, a déclenché, alors c'est pas la vague en elle-même, mais bref, à cause de ça, il y a eu un incendie, en fait, dans la centrale de Fukushima, et suite à cet incendie, il y a eu une explosion. Cette explosion donc a projeté en fait de la radioactivité, et la radioactivité c'est quelque chose qui va pouvoir se déplacer avec le vent. Donc là vous voyez donc à l'intérieur du cercle violet l'endroit où la radioactivité s'est propagée. Okay, donc qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Normalement, vous avez aussi lu ce témoignage, hein. Ça, c'est donc un habitant en fait qui habitait à proximité de la centrale. Donc, il a entendu un grand bruit, il a vu un nuage violet, une explosion à la centrale nucléaire. Je me suis dit que c'était dangereux et qu'il valait mieux fuir. Et comme beaucoup d'autres, il est parti dans une autre ville. Il a été relogé par son gouvernement, donc qui lui a donné un logement provisoire. D'accord? Bon, la suite, on la verra plus tard. Donc en 2011, suite à un tsunami, il y a eu une explosion dans une des centrales nucléaires de Fukushima, entraînant une grande contamination radioactive de la région. Donc encore une fois, c'est une pollution qui est grave, car très dangereuse pour la santé. Quelles sont les conséquences humaines, économiques et environnementales de ces événements? Alors là, il va y avoir pas mal de choses à dire. Documents 1 à 4 et chiffres clés. Alors déjà, on peut revenir sur le témoignage de cette personne, tant qu'on y était. Donc, lui, il a vu qu'il y avait une explosion, il a fui, il est parti dans une autre ville, et le gouvernement lui a donné donc un autre logement, un logement provisoire, le temps qu'il puisse rentrer chez lui. Donc déjà, il y a eu des populations, il n'est pas le seul, hein, il dit d'ailleurs qu'il y en a des milliers d'autres, qui ont été déplacés. Donc il y a des gens qui ont été évacués de la zone dangereuse, ils ont été enlevés de la région de Fukushima, et on les a déplacés ailleurs, dans un endroit moins touché par la pollution, pour qu'ils habitent là-bas. D'accord? À cause de l'accident nucléaire, je ne peux pas retourner chez moi ni travailler dans les champs, parce que c'est un paysan. Je reçois 800 € d'indemnité par mois de l'entreprise responsable de la catastrophe, mais ça ne change rien. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur logement, mais aussi leur travail, éventuellement leur exploitation, etc. Et pour eux, la situation est très compliquée. Ensuite, alors évidemment, il y a donc la contamination. Donc pareil, je lis pas tous les textes en vidéo, vous êtes censé les avoir lus en faisant le travail par vous-même. Donc, ah pardon, je me suis trompé. Ah si, c'est ça. Donc un autre problème causé par la radioactivité, c'est que à cause de la pluie, les matières radioactives vont être emmenées vers les cours d'eau, vont être amenées vers d'autres régions, etc. Donc la pollution à la radioactivité, elle a tendance à s'étendre. Parfois, elle arrive jusqu'à la mer. Et donc on peut avoir des poissons qui sont contaminés, poissons que des gens vont peut-être pêcher et manger. La population doit rester vigilante, par exemple éviter de manger des champignons, des fruits des bois ou du gibier très contaminés. Si la population consomme des aliments qui sont contaminés, la radioactivité va pouvoir rentrer dans leur corps et à nouveau c'est très dangereux. D'accord? Donc, si on essaye de récapituler, à cause de l'explosion de la centrale, il y a évidemment un gros problème vis-à-vis de la nature. La pollution est très très forte et donc on a une contamination des fleuves, des animaux, parce que les animaux ils sont pas au courant, ils vont boire l'eau contaminée, des animaux vont manger d'autres animaux contaminés, etc. Donc déjà il y a un problème vis-à-vis de l'environnement. Deuxièmement, on a un problème donc de santé, puisque des gens, des humains cette fois-ci, peuvent tomber gravement malades. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Et troisièmement, on a un problème plus social, c'est-à-dire même les gens qui ont été emmenés en sécurité, qui ont été emmenés plus loin, pour être relogés loin de l'endroit dangereux, ont perdu leur travail, ont perdu leur maison, sont loin de leurs souvenirs, etc. Ils ont une petite indemnité du gouvernement, mais ça ne remplace pas un salaire entier. D'accord? Donc, plusieurs problèmes ont été causés par tout ça. Et puis, évidemment, l'accident en lui-même, ah oui, alors vous, avec la caméra, vous voyez pas, voilà. L'accident en lui-même a fait beaucoup de victimes, donc Fukushima a fait 19 000 morts, donc
en comptant les victimes du tsunami. Et 160 000 personnes, donc comme on le disait, qui ont été déplacées, qui ont été obligées de déménager de cet endroit, là l'endroit les plus proches de la centrale qui a explosé, ont été obligés de déménager plus loin, ils ont été relogés, donc, mais ils ont perdu leur travail, etc., comme on le disait. Donc, l'accident a fait 19 000 victimes, en comptant celles du tsunami, et 160 000 personnes ont dû être déplacées car leur logement se trouvait dans la zone contaminée. Les personnes qui n'ont pas été évacuées, mais habitent à proximité de la zone dangereuse doivent faire attention à ce qu'elles mangent et au temps passé à l'extérieur. Certaines personnes ont refusé d'être évacuées ou différentes raisons ne l'ont pas été. Ces personnes-là, déjà, à chaque fois qu'elles sont à l'extérieur, elles s'exposent aux radiations, donc c'est dangereux pour leur santé. Et en plus, elles doivent faire très très attention à ce qu'elles mangent, puisque les aliments qui poussent dans des terres qui ont été contaminées vont contenir donc de la radioactivité, l'eau peut en contenir aussi, donc c'est compliqué pour les gens qui habitent dans ces régions-là. On avance. Quelles mesures ont été prises au lendemain de la catastrophe pour limiter les effets destructeurs? Alors ça, on en a déjà un tout petit peu parlé. On a dit que le lendemain de la catastrophe, donc pour éviter que les gens qui sont exposés donc aux radiations les subissent trop et tombent malades, le gouvernement a ordonné ce qu'on appelle une évacuation. Clairement, on envoie des bus dans les villes et les villages en fait qui sont dans les zones dangereuses. On dit aux gens qu'ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour prendre des affaires, qu'il faut se dépêcher. Les gens montent avec une valise ou ce qu'ils ont pu attraper dans un bus, et le bus part loin de l'endroit qui est dangereux à un autre endroit, et on explique aux gens, voilà, vous allez habiter ici maintenant, parce que votre maison est dans un endroit dangereux, etc. Donc ça, c'est la première mesure prise par le gouvernement, c'est donc de déplacer les personnes qui habitaient dans les endroits dangereux. Il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été mises en place. Donc déjà, je ne sais pas si vous l'avez dans les documents, je ne sais plus, mais pour les gens qui ont été exposés au risque nucléaire, on leur donne des comprimés d'iode. D'accord, donc ça, le gouvernement en a fait distribuer. L'iode, c'est un médicament en fait qui va bloquer les effets de la radioactivité sur le corps humain. Alors c'est pas miraculeux, hein, c'est pas parce qu'on a pris des comprimés d'iode que par miracle, la radioactivité, les radiations, je voulais dire, ne vont rien faire à votre corps. Mais ça aide quand même. Voilà, ça protège un tout petit peu des effets des radiations. Et puis, il va y avoir autre chose, c'est qu'il va y avoir donc une décontamination des endroits donc, qui avaient été pollués à la radioactivité. Concrètement, il y a des personnes, donc vous avez ici une photo, donc c'est des gens qui sont protégés, hein, avec des combinaisons, des gants, des masques, des lunettes, etc. Et ces gens vont essayer de tout nettoyer. Notamment avec des jets d'eau très puissants, pour essayer d'enlever la radioactivité, puisque les particules de radioactivité peuvent se coller sur les murs, sur les feuilles des arbres, etc. Et donc avec de l'eau, on essaye de les faire partir. Ce qu'on va faire aussi, alors là vous l'avez pas sur la photo, mais c'est qu'on va racler la terre. Vu que la radioactivité se dépose sur les couches supérieures, sur le haut de la Terre, si vous voulez. On va racler, avec des machines la plupart du temps, hein, on racle le premier mètre de terre, si vous voulez, ou même un peu moins, à quelques centimètres. On met ça dans des sacs, on ferme les sacs, et on enterre les sacs beaucoup plus profonds, de façon à enlever le maximum de radioactivité possible dans les villes. En sachant que naturellement, la radioactivité va aussi baisser petit à petit. La radioactivité n'est pas la même, une semaine après, un mois après, un an après, naturellement, ça baisse. C'est le plus fort, en fait, juste après l'accident, mais si on attend un peu, ça va baisser naturellement. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Les habitants les plus proches de la zone ont été évacués, les zones où la radioactivité est très forte sont décontaminées, donc ça veut dire que
tout ce qui a pu être touché par la radioactivité, on va les mettre dans des sacs qu'on va enterrer. Donc on va ramasser les feuilles des arbres, on va arroser les bâtiments, comme je vous disais, on va enlever les couches supérieures de terre pour faire baisser la radioactivité, en sachant que naturellement, de toute façon, ça baisse, c'est juste que c'est long. Voilà. Document 5. Comment l'État japonais a-t-il réduit le risque nucléaire au Japon? Donc, si on regarde cette carte maintenant, on voit ici donc, cette fois-ci on n'a plus seulement la région de Fukushima, donc je ne sais pas si vous repérez, Fukushima c'est là. Hein. Tout à l'heure on avait une carte qui était très zoomée, là on voit tout le Japon. Donc, il y avait tous ces réacteurs-là, toutes ces centrales nucléaires-là en activité au Japon. Si vous regardez la légende, vous voyez que tous ceux qui sont en jaune ont été arrêtés. Donc le gouvernement japonais a arrêté l'énorme majorité, il n'y en a qu'un en fait qui continue à fonctionner. Donc après, là c'était en 2016, entre-temps ils en ont rallumé quelques-uns. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont arrêtés. Pourquoi? Puisque la population japonaise, évidemment, a eu très peur, et donc les Japonais ont dit, mais on ne veut plus que ce genre de choses puisse se reproduire. Donc le gouvernement a arrêté préventivement les centrales nucléaires. Donc le gouvernement japonais a réduit les risques nucléaires en arrêtant presque toutes les centrales nucléaires japonaises pour éviter un nouvel accident. Okay. Quelles sont les mesures prises pour protéger la population du risque nucléaire? Donc documents 6, 7 et 9. Donc, là, vous êtes censé donc avoir lu les documents. Encore une fois, moi je vais en parler très rapidement, mais vous êtes censé les avoir lus tout seul. Donc, pour protéger cette fois-ci la population, le gouvernement donc a pris plusieurs mesures. Comme je l'ai dit, il a distribué de l'iode. D'accord? L'iode, encore une fois, c'est une substance chimique, comme c'est marqué ici, une sorte de médicament, qui va bloquer la radioactivité dans l'organisme. Donc, les autorités ont distribué des comprimés d'iode à tous les gens qui habitaient dans des endroits qui ont été touchés donc, par la pollution nucléaire. D'accord? Ensuite, il va y avoir autre chose. On va mettre en place des compteurs, donc ça s'appelle un compteur Gégère, il en existe aussi des plus petits. Donc ça c'est pour mesurer la radioactivité. Donc les gens qui habitent dans des endroits, donc il n'y a plus personne qui habite juste à côté de la centrale nucléaire qui a explosé, mais il y en a qui habitent à quelques kilomètres, et en fonction des vents, etc., il peut y avoir une radioactivité encore élevée. Après, encore une fois, on est en 2020, bon, l'accident commence à être ancien, donc petit à petit, les gens commencent à revenir et le risque a baissé. Mais vous voyez qu'on avait, je ne sais pas s'ils sont toujours, mais on avait installé des compteurs Gégère pour prévenir les gens. Quand le compteur est trop haut, les gens restent chez eux et ils ne sortent pas pour éviter donc d'être contaminés par la radioactivité. Et on va aussi faire autre chose, c'est que dans les écoles, on va apprendre aux écoliers, alors je dis dans les écoles, mais c'est aussi dans les entreprises, on va faire de la prévention. C'est-à-dire, au cas où il y a un autre accident qui arrive, on va expliquer donc aux enfants et aux adultes les bons gestes à adopter. Un peu comme vous, quand on fait les exercices donc d'évacuation ou de PPMS au collège. Tout ça, c'est vous apprendre comment réagir en cas de danger. Alors évidemment, nous, en France, le risque de tremblement de terre par rapport au Japon, il est très faible. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas d'exercice pour ça. Mais les Japonais en font, par exemple. Et donc là, suite à l'accident de Fukushima, le gouvernement a renforcé les mesures de prévention donc vis-à-vis des accidents technologiques, en apprenant dans les écoles, dans les entreprises, etc., les bons gestes à adopter. D'accord? Donc pour les accidents nucléaires, mais pas seulement, donc on leur apprend aussi que faire en cas d'incendie, que faire en cas de tremblement de terre, bref, tout ce qui peut se passer. Donc, pour protéger la population du risque nucléaire, le gouvernement a distribué de l'iode à tous les habitants exposés. Ce produit chimique bloque la radioactivité dans l'organisme, ça la rend un peu moins dangereuse.
Il a également recommandé aux enfants de ne pas passer beaucoup de temps à l'extérieur pour ne pas que le corps absorbe trop de radiation et a mis en place des exercices de prévention dans les écoles et les entreprises. Donc encore une fois, la prévention, c'est expliquer comment on peut éviter de se mettre en danger, si vous voulez. Donc pour apprendre au japonais, la bonne attitude à avoir en cas de nouvelle catastrophe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement agit pour essayer de protéger sa population. Mais tout ça, ça a des limites. On va regarder le document 8. Donc là, encore une fois, c'est un document qui date de 2015. Hein. Nous, on est 5 ans plus tard, donc ce qui est décrit là est un peu moins dangereux. Le gouvernement, là je vais lire un tout petit peu plus, parce que peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce document, il était un tout petit peu plus compliqué que les autres. Le gouvernement entretient l'idée d'un retour possible étant à réouvrir progressivement les zones qui étaient interdites à l'habitation. C'est-à-dire qu'après l'accident, il y a des endroits qui étaient interdits d'habiter parce que c'était trop dangereux. Petit à petit, le gouvernement ouvre de plus en plus en disant non, maintenant ici on peut, non, maintenant ici on peut, vous allez pouvoir revenir, dans les endroits qui avant étaient interdits. La communication sur le risque a permis d'éduquer au risque sanitaire pour mieux rassurer la population par le biais, par exemple, de distribution de manuels scolaires qui apprennent à gérer la vie dans un environnement contaminé. Ça veut dire qu'on va dire aux gens qu'ils peuvent retourner habiter là où ils habitaient avant, mais qu'il va falloir faire attention, ne pas trop rester dehors, faire attention à ce qu'on mange, etc. Le programme Ethos Fukushima vise à apprendre aux habitants à gérer leur quotidien dans un environnement contaminé, la migration étant jugée trop coûteuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déplacer des gens, les reloger, leur trouver une autre maison, qu'il faut payer, hein, parce que l'ancienne est dans un endroit qui est dangereux, ça coûte très très cher au gouvernement, parce qu'il doit construire les maisons, les gens n'ont plus de travail, donc il faut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent quand même acheter à manger, etc. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc le gouvernement, il est pressé de dire aux gens de rentrer chez eux. Retournez habiter à Fukushima. Bon, il y a encore un peu de radioactivité, mais voilà, on vous donne un livre qui vous explique comment faire pour vivre dans un environnement contaminé, en prenant le moins de risques possible. L'idée, c'est que, encore une fois, que ça coûte moins cher que de les reloger à distance. Ce programme a également pour but de relancer l'économie dans les régions touchées par la catastrophe en incitant à la consommation de produits alimentaires issus des zones contaminées. Cette politique de communication va très loin dans la manipulation des esprits. Donc là, en gros, l'article explique que c'est quand même quelque chose qui est très dangereux de faire ça pour le gouvernement, puisque potentiellement des gens vont tomber malades, puisqu'on les incite quand même à manger des choses qui sont produites dans cette région et donc qui contiennent de la radioactivité. Donc le gouvernement encourage petit à petit les populations à revenir dans les zones contaminées parce que cela coûte très très cher de les reloger et de leur donner des aides vu qu'ils n'ont plus de travail. Mais cela est très contestable parce que ces zones sont encore très dangereuses et le gouvernement met la population en danger en disant qu'elle peut retourner là-bas sans risque alors que c'est pas vraiment vrai. Voilà. Alors, on a fini avec notre étude de cas, on va faire un bilan, donc on va prendre la page 306. Vous connaissez cet exercice et je vous invite fortement à le faire vous-même, à pas simplement attendre que je vous donne la réponse. Donc, c'est cette étape-là qu'on va faire, donc la 2. Donc, si c'est pas encore fait, essayez de faire par vous-même. Donc, encore une fois, vous voyez, on a... Je peux trop zoomer, voilà. Donc, on a deux phrases. Pour deux phrases, à chaque fois, on a des propositions, et il y en a seulement deux qui sont vraies. D'accord? Donc, même chose, essayez de réfléchir par vous-même. N'attendez pas que je vous donne la réponse toute faite, parce que sinon, vous ne la retiendrez pas. Essayez de faire l'exercice tout seul. Là, pareil, vous prenez une feuille de brouillon, et vous notez au moins les chiffres qui vous semblent bons. Vous attendez que je fasse la correction, vous mettez en pause. Une fois que vous avez fini de réfléchir, vous regardez si vous avez bon. Okay. Donc un risque technologique ou industriel, c'est petit 1, un risque lié à un phénomène naturel. Par rapport à ce qu'on a dit en introduction, est-ce que ça c'est vrai? Non.
Un risque technologique ou industriel, c'est quelque chose qui est lié à une activité humaine, donc c'est pas naturel, c'est quelque chose qui est dû à l'activité des hommes. Petit 2, un risque qui augmente avec le développement des activités humaines. Ben ça, oui, c'est vrai. Plus il y a d'activités humaines, plus il y a d'usines, plus il y a de chances qu'il y en a une qui explose. Plus il y a de bateaux qui transportent du pétrole ou des matières dangereuses, plus il y a de risques qu'il y en ait un qui coule et que qu'il y ait une pollution. Okay. 3. C'est un risque très rare et difficile à prévenir. Bah, ça aussi, c'est vrai. Des risques technologiques et industriels, c'est rare. Quand ça arrive, c'est souvent imprévisible, puisque c'est une usine qui explose. Alors ça peut être un accident humain, quelqu'un qui se trompe, etc. Donc qui fait une erreur qui amène à une explosion, par exemple. Ça peut être aussi dû à quelque chose qu'on n'a pas prévu, tremblement de terre, un tsunami, etc. Donc c'est difficile d'anticiper. On peut pas... Par exemple, les tremblements de terre, on a des sismographes, donc c'est des capteurs, si vous voulez, dans la terre, qui détectent en fait les vibrations, et on peut prévenir, pas des mois à l'avance, mais on peut prévenir un peu avant, il risque d'y avoir un tremblement de terre, il risque pareil pour les volcans, il risque d'y avoir une éruption volcanique, on est capable de prévenir certains risques naturels. Par contre, les risques technologiques, c'est très très difficile à anticiper et à prévenir parce que on peut pas savoir quand une usine va exploser, sachant que la plupart du temps c'est un accident. Les sociétés font face, donc essayent de se protéger face aux risques naturels ou technologiques en faisant quoi? En développant les actions de prévention et d'éducation des populations. Oui, ça c'est vrai, on a vu que les gouvernements essayent d'expliquer dans les écoles, dans les entreprises, si jamais il se passe cela, voilà comment réagir, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez surtout pas faire pour être en sécurité. 5. En espérant simplement que la catastrophe ne se produise pas. Donc là c'est l'idée, on fait rien, on espère que ça se produise pas. Non, ils font quand même des choses. 6. En dépensant beaucoup d'argent pour se protéger. Oui, ça c'est vrai. Donc on n'en a pas encore parlé, mais les pays riches qui peuvent se le permettre, le Japon est la 4e puissance mondiale, donc ils ont de l'argent, ils peuvent le faire, essayent toujours d'avoir des équipements les plus modernes possibles. Donc on va investir, on va dépenser beaucoup d'argent, vu que là on est dans l'exemple des usines nucléaires, je cherche mon mot, pardon, des centrales nucléaires, excusez-moi. Donc vu qu'on est dans cet exemple-là, donc les gouvernements peuvent dépenser de l'argent en disant les centrales nucléaires, ça peut être dangereux, il peut y avoir un risque, il faut toujours qu'on ait la meilleure technologie, c'est-à-dire qu'on ait les centrales nucléaires les plus sûres, il nous faut des programmes informatiques pour tout couper au cas où il se passe quelque chose, il faut qu'on ait des générateurs de secours, voilà, donc on dépense beaucoup d'argent pour essayer d'avoir des choses modernes où il est moins susceptible d'y avoir un problème. Même chose pour les usines, on essaye de les moderniser pour essayer de réduire le risque et la possibilité que quelque chose se passe mal. L'argent dépensé, ça peut aussi être en matériel préventif, par exemple acheter à l'avance des comprimés d'iode au cas où il y a un accident nucléaire, qu'on en est prêt à distribuer à la population, par exemple, ce genre de choses. Donc, un risque technologique ou industriel, c'est un risque qui augmente avec le développement des activités humaines, ça je l'ai expliqué, plus il y a d'activités humaines, plus il y a d'usines, de bateaux, etc., plus il y a de risques, qu'il y ait une usine qui explose, qu'il y ait un bateau qui coule avec une pollution. Un risque très rare et difficile à prévenir, là pareil j'ai expliqué, la plupart du temps, quand il y a une usine qui explose ou un camion qui transporte des matières dangereuses, qui a un accident, un train qui transporte des déchets nucléaires, qui déraille, ce genre de choses, on peut pas l'anticiper. La plupart du temps, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui s'est mal passé, mais qu'on n'aurait pas pu prévenir. Donc, c'est compliqué en fait d'anticiper ces risques. Que font les sociétés et les gouvernements pour essayer de réduire les risques industriels et technologiques? Déjà, ils développent des actions de prévention et d'éducation, donc expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire en cas de catastrophe. Donc encore une fois, vous vous protégez comme ci, attention, il faut surtout pas faire ça, etc. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour se protéger, notamment en modernisant leurs usines, donc en essayant d'investir dans des systèmes de sécurité, etc.
Grand 2. Alors, comme d'habitude, je vous invite à ne pas essayer de tout faire d'un coup. En classe, on fait jamais tout d'un coup, donc faites des pauses. Là, on vient déjà de finir le 1, il y a déjà beaucoup de choses importantes à retenir. Donc là, faites une pause, vous regardez en fait donc sur le timer de la vidéo à combien vous en êtes, et vous faites une pause, vous faites autre chose, voilà, et vous remettez demain, ou après-demain, ou le jour d'après. Encore une fois, vous avez quand même pas mal de temps pour apprendre ce chapitre-là. Et donc quand vous reprenez, vous relisez tout le grand 1, vous vérifiez que jusque-là ça va, que vous avez bien compris, et vous continuez. D'accord? Donc moi je reprends, moi je fais tout en une seule vidéo, mais vous faites des pauses, organisez-vous, vous avez plusieurs jours pour apprendre tout ça, vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Donc, grand 2 à l'échelle mondiale, donc là on va laisser le Japon, on a fini notre étude de cas, on va parler du monde entier, une vulnérabilité inégale face aux risques technologiques. Donc, pour ça, on va prendre la page 308, même chose, vous êtes censé faire les questions page 308 tout seul de votre côté, donc vous prenez votre manuel, page 308, vous prenez une feuille de brouillon, vous faites les questions, vous mettez la vidéo en pause, et vous revenez que quand vous avez répondu aux questions qui sont ici, vous en avez que 3, oui, ça va pas vous prendre énormément de temps, et quand c'est fini, vous revenez, vous remettez la vidéo, et moi je vous donne les explications. Donc première question, quelles sont les régions du monde les plus exposées aux risques technologiques? Alors pour ça, on va regarder cette carte-là. Donc, si on regarde bien, les régions qui sont les plus exposées aux risques technologiques, c'est surtout les littoraux. Alors les littoraux, on avait déjà dit que c'était les endroits qui étaient les plus exposés aux risques naturels, parce que c'est l'endroit qui sont les plus exposés pour les tempêtes, les tsunamis, etc. Là, c'est pareil pour les risques technologiques. Donc les endroits qui sont situés sur les littoraux, donc, risquent plus d'être sujets aux marées noires. Les marées noires, c'est quand un bateau transporte du pétrole, ce bateau coule, le pétrole va remonter à la surface et polluer très très gravement la mer et donc les plages. Évidemment, vu que ça se passe dans la mer et que la pollution arrive sur les plages, c'est les littoraux qui sont les plus touchés. On a aussi des exploitations pétrolières en pleine mer, là aussi il peut y avoir des marées noires, et donc on remarque qu'il y a aussi, donc, comme par exemple au Japon on l'avait vu, des centrales nucléaires qui peuvent se trouver près des littoraux. D'accord? Donc, réponse à la première question. Les régions du monde les plus exposées aux risques technologiques sont les littoraux, puisqu'il y a un risque de marée noire, arrivée de pétrole sur les côtes suite au naufrage d'un bateau en transportant. Les pays possédant des centrales nucléaires, comme beaucoup de pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie du Sud et de l'Est, donc l'Inde, la Chine et le Japon, tous les pays qui ont des centrales nucléaires s'exposent potentiellement à un risque. Alors après, il ne faut pas forcément avoir une peur irraisonnée du nucléaire. Il y a eu 2 accidents majeurs nucléaires, c'est Tchernobyl, donc Tchernobyl se situe en Ukraine en 1986, et Fukushima en 2011. Donc quand il y a un accident nucléaire, c'est très grave, mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. C'est quand même des accidents qui sont rares. Okay, donc, quels sont les principaux pays qui ont été touchés par des catastrophes technologiques majeures? Alors, je vous affiche la réponse, mais c'est pas très grave. On a déjà parlé des 2 accidents nucléaires majeurs, donc Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011. Il y a eu d'autres accidents technologiques, vous les avez avec les petites étoiles, les petites explosions rouges. Donc on remarque qu'il y en a eu en France, donc c'est situé dans le sud de la France, c'est l'explosion de l'usine AZF. C'était une usine qui fabriquait des produits chimiques à destination des entreprises, et cette usine a explosé. Alors on n'a jamais trop su pourquoi, vu qu'il y avait des produits chimiques très dangereux dans cette usine, les produits chimiques ont été projetés en fait dans toute la ville de Toulouse, dans toute la région, ça s'est dispersé avec le vent, etc. Donc là aussi ça pouvait être très grave. En Italie, donc, c'est une usine Seveso, pareil, une usine chimique qui a explosé.
En Inde, là aussi, c'est pareil, des usines de produits chimiques. Si je ne me trompe pas, c'est l'accident de Bhopal. Ici aussi, donc en Afrique, donc deux possibilités d'accidents technologiques majeurs, des accidents surtout d'usines chimiques, dans une explosion d'usines où il y a beaucoup de produits chimiques, et des accidents nucléaires. Donc où est-ce que ça s'est déjà produit? On l'a dit, en France, en Italie, en Inde. Les pays ayant été touchés par des catastrophes nucléaires sont l'Ukraine, Tchernobyl, et le Japon avec Fukushima. Quelles sont les régions les plus vulnérables face au risque? Alors là, il faut déjà qu'on explique bien la question. Vulnérable, ça veut dire que si quelque chose vous arrive, c'est très grave. D'accord? Donc ça veut dire quelles sont les régions du monde dans lesquelles ces risques sont potentiellement très graves, dans lesquelles s'il y a par exemple une usine qui explose, ça va être plus grave qu'ailleurs. Alors, la réponse, elle se trouve ici. Donc, une vulnérabilité inégale. Donc, indice d'efficacité de gestion des risques, on a donc en vert les pays où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour empêcher les risques, c'est-à-dire que les usines, les centrales nucléaires sont très modernes, avec beaucoup de systèmes informatiques qui vont essayer de prévenir les risques, la catastrophe, des systèmes d'alarme, etc. Et plus on remonte vers le jaune, moins c'est moderne et moins il y a de dépenses faites par les gouvernements pour réduire ces risques. D'accord? Donc, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de surprises. Les pays qui sont en vert, c'est surtout les pays les plus riches et développés du monde. Donc, les pays d'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Canada, l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, voilà, le Japon aussi, c'est les pays les plus riches et développés qui ont les moyens, un peu, ça rejoint totalement ce qu'on avait vu donc par rapport au risque naturel, les pays riches ont les moyens de se protéger. Les enfants vont à l'école, donc ils vont pouvoir apprendre très jeunes les bons gestes à adopter pour se protéger. Le gouvernement a de l'argent qui vient des impôts. Avec cet argent, il va pouvoir construire des choses pour protéger la population, il va pouvoir acheter, par exemple, mais c'est qu'un exemple, de l'iode en avance, au cas où, juste au cas où il y a un accident, il y aura des comprimés d'iode de prêt à donner à la population. Il va pouvoir payer des scientifiques aussi, pour réfléchir à de nouveaux moyens de se protéger, des systèmes d'alarme, même si je l'ai déjà dit. Bref, les pays riches et développés peuvent mettre en place des solutions pour essayer de protéger au maximum leur population. Ça ne veut pas dire que, même qu'avec tout ça, la population est complètement à l'abri ou quoi que ce soit, mais au moins il y a des choses qui sont faites pour les protéger. Par contre, dans les pays en développement ou dans les pays émergents, on remarque que l'indice d'efficacité de gestion des risques est beaucoup plus faible. Dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie du Sud et même dans certains pays d'Amérique du Sud, donc l'indice est faible, on peut donc en déduire que ces pays sont trop pauvres pour moderniser les exploitations, ça veut dire que souvent il y a des usines qui sont anciennes, donc qui n'ont pas été modernisées avec des vieux équipements, tout ça est plus susceptible de créer un accident. Si l'usine est toute neuve et moderne, il y a moins de risques qu'il y ait une explosion, qu'il y ait un problème. Si c'est des vieilles usines avec du matériel en mauvais état, etc., il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait une explosion ou une fuite, un problème. D'accord? Même chose dans les pays pauvres, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et donc ne vont pas apprendre, ne vont pas avoir la prévention et donc ne sauront pas forcément comment réagir en cas d'accident, ce qui peut être dangereux. Ils peuvent faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. D'accord? Donc,
Les régions les plus vulnérables au risque sont les régions très pauvres et très peuplées, comme les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, car ils n'ont pas les moyens de se protéger de façon efficace et parce qu'ils manquent d'infrastructures. Vu que les pays sont pauvres, il n'y a pas assez d'hôpitaux, pas assez de routes, pas assez de casernes de pompiers, au cas où il se passe quelque chose pour que les pompiers puissent arriver rapidement sur le lieu de l'accident. Donc une catastrophe peut être très grave. C'est ça que ça veut dire vulnérable. C'est que si jamais une usine explose donc dans un pays riche, ce sera très souvent moins grave que si l'usine explose dans un pays pauvre. Pourquoi? Parce que dans un pays riche, il y a à côté de l'usine des hôpitaux, une caserne de pompiers, des moyens, des militaires qui vont arriver avec des canons à eau pour essayer de réduire de réduire le risque. Les populations ont été à l'école, la plupart du temps elles savent comment réagir. Bon, je sais que je dois faire ça, je me mets en sécurité, je confine, je ferme les fenêtres, ou au contraire j'essaye de fuir en fonction de ce qui se passe. Donc une catastrophe sera souvent moins grave dans un pays riche que dans un pays pauvre, parce que dans un pays riche, on peut avoir les moyens de se protéger de façon efficace, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays pauvres. En plus de ça, les pays riches réduisent les risques parce qu'ils modernisent leur exploitation, et encore une fois, une usine toute neuve et moderne a nettement moins de chances d'exploser ou d'avoir un problème qu'une vieille usine de pays pauvres qui est usée, qui est abîmée par le temps. Okay, donc, à retenir. Les sociétés humaines et les gouvernements agissent pour se protéger des risques technologiques. Ils mettent en place des systèmes d'alerte pour prévenir rapidement la population en cas de catastrophe. Donc ça, c'est par exemple, vous l'avez entendu déjà, j'imagine, la sonnerie qu'on a le mercredi à midi. Vous avez déjà entendu cette sirène? Bah, ça, c'est un système d'alerte. C'est quelque chose en fait qui peut être enclenché. Vous pouvez entendre cette sirène et savoir qu'il se passe quelque chose. Donc allumer votre téléphone, écouter la radio, essayer d'avoir l'information pour savoir quoi faire. Donc les pays mettent en place ça, des systèmes d'alerte pour prévenir rapidement la population. Parenthèse, à midi, le mercredi, on les teste, les sirènes. C'est pour ça que vous les entendez. Comme ça, on sait qu'elles fonctionnent toujours, parce que si on les testait jamais le jour où il se passe quelque chose de dangereux, on essaye la sirène, elle marche plus, bah, là, c'est dommage. D'accord ? Les sociétés vont aussi moderniser leurs usines, leurs transports, leurs centrales nucléaires ou autres pour réduire au maximum les risques d'accident. Donc ça on l'a dit, on modernise pour essayer d'avoir toujours plus de sécurité. Ils vont aussi faire de la prévention, ça veut dire informer les populations de l'attitude à adopter en cas de catastrophe. Pour avoir moins de victimes, on va aussi former, ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, les médecins et le personnel de secours à réagir efficacement. C'est-à-dire que les infirmiers, les médecins, les pompiers et même les militaires, donc, ont des formations, des exercices si vous voulez, où on leur apprend donc ce qu'il faut faire à eux aussi en cas donc d'accident technologique. Par exemple, les pompiers ont des exercices de simulation. Voilà, on va imaginer que là il y a une usine qui a plein de produits très dangereux qui est en train de brûler, d'exploser, etc. Comment vous pouvez faire pour éteindre l'incendie, pour sécuriser la zone, etc. Donc on forme aussi les médecins, le personnel de secours, donc là c'est pompiers, ça peut être les militaires aussi, à réagir efficacement, on les entraîne à ce type de choses qui peut se passer. Cependant, certaines régions du monde sont plus vulnérables, donc plus fragiles que les autres face aux risques technologiques. Donc encore une fois, le mot vulnérable, ça veut dire fragile, en d'autres termes. Si il y a une catastrophe technologique dans ces pays-là, c'est plus grave que dans d'autres pays. Les pays développés ont les moyens de se protéger efficacement. Donc les pays développés ont de l'argent, donc encore une fois, pour payer les médecins, pour payer les formations, pour payer des usines plus modernes, pour payer des hôpitaux nombreux, les enfants vont à l'école, on leur explique ce qu'il faut faire, etc. Mais dans les pays en développement, le manque de moyens aggrave les conséquences des catastrophes. Pourquoi ? Dans beaucoup de pays pauvres, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et n'apprennent pas les bons gestes à effectuer en cas de danger. Donc,
ils peuvent, en cas d'accident, se mettre volontairement en danger, parce que ils ne connaissent pas les gestes à adopter. Alors, les gestes à adopter, vous allez peut-être vous dire, bah c'est évident. Non, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément la fuite, hein. Je vous donne juste un exemple comme ça parce que c'est celui qui me vient, mais en cas de tremblement de terre, par exemple, le bon réflexe, c'est pas d'essayer de fuir. Le bon réflexe, c'est de se mettre dans l'entrebâilleur d'une porte, c'est-à-dire de se mettre sous quelque chose de solide. Le danger, c'est pas le tremblement de terre en lui-même, c'est des choses qui peuvent tomber du plafond, des meubles qui peuvent vous tomber dessus, etc. Donc il faut se mettre, donc soit sous une table ou quelque chose de très très solide qui ne s'écroulera pas, soit en fait vous ouvrir une porte à défaut, hein, et vous mettre à l'endroit en fait où est la porte au-dessus, puisque ça, a priori, ça résistera, ça va vous protéger de ce qui peut tomber. Ça, si on vous l'explique pas, a priori, si on vous a jamais expliqué, en cas de tremblement de terre, votre premier réflexe, ça peut être « Ah, il faut que je sorte, il faut que je fuis », et là, vous vous mettez en danger, parce qu'en courant pour atteindre la porte, il y a des choses du toit qui peuvent se décrocher, qui peuvent vous assommer, ou carrément vous tuer. Donc, les bons gestes en cas de danger, ils sont pas forcément si évidents que ça. Un autre exemple, par exemple, c'est le fait de ne pas prendre l'ascenseur en cas d'incendie. Vous allez dire, oui, on sait ça, monsieur. Oui, mais je pense que vous le savez parce qu'on vous l'a expliqué. Voilà, il y a des choses qu'il faut expliquer. Dans beaucoup de pays pauvres, encore une fois, les enfants ne vont pas à l'école et eux, donc, ne savent pas tout ça. Donc, en cas de catastrophe, ils peuvent adopter des mauvais gestes et se mettre en danger. Dans les pays pauvres toujours, le manque d'hôpitaux, les routes en mauvais état, le manque de matériel pour les secours rendent les risques beaucoup plus dangereux pour les populations. Évidemment, s'il se passe quelque chose de grave, qu'on a besoin d'emmener donc beaucoup de gens à l'hôpital en même temps, c'est beaucoup mieux d'avoir beaucoup d'hôpitaux prêts à recevoir les malades, que si on est dans un pays pauvre, où il y en a très très peu, où il n'y a pas beaucoup de matériel. Là, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui risquent de mourir, c'est logique. Donc, en conclusion, les risques technologiques sont de plus en plus nombreux à mesure que se développent les activités humaines. Ça, on l'a déjà suffisamment répété, mais juste une dernière fois au cas où. Plus il y a d'activités humaines, plus il y a de risques. Voilà, plus il y a d'usines, plus il y a de risques qu'une usine explose ou ait un problème. Plus il y a de bateaux qui transportent des choses dangereuses, plus il y a de risques qu'il y ait un bateau qui coule, etc., etc. Même chose pour les trains et les camions. Pour se protéger, les sociétés humaines doivent mettre en place des politiques de prévention, donc expliquer aux gens ce qu'il faut faire, et essayer au maximum d'anticiper les risques en se disant ça peut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire avant que les usines soient trop vieilles, qu'il risque d'y avoir des fuites, quelque chose qui marche mal, etc. On va les moderniser, on va toujours avoir un matériel moderne. Au cas où il se passe quelque chose de dangereux, il faut qu'on ait des routes en bon état pour que les ambulances puissent circuler, pardon. Il faut qu'on ait des hôpitaux, il faut qu'on ait des gens qui ont fait des exercices, donc par exemple que les policiers, les pompiers, les infirmiers sachent quoi faire au cas où il y a une catastrophe. Mais tous les pays ne sont pas égaux face à ces risques. Il y a des pays qui ne peuvent pas ou beaucoup moins bien se préparer. Les pays les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables en raison de leur manque de moyens. Ça, normalement, c'est pas trop compliqué à comprendre pour vous parce que ça rejoint ce qu'on avait déjà dit donc quand on parlait des risques naturels. Et finalement, si vous réfléchissez un tout petit peu, c'est assez logique. Plus les pays sont riches et développés, plus ils ont les moyens de mettre en place des solutions efficaces pour essayer de se protéger au maximum. D'accord ? Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, même dans les pays très riches et développés, malgré tout ce qui est mis en place, ça peut arriver, il peut y avoir une catastrophe, mais cette catastrophe, elle sera moins grave, il y aura moins de morts, moins de destruction, a priori, que dans un pays pauvre qui, lui, n'a pas les moyens de mettre en place des solutions efficaces pour se protéger. Voilà,
bien, écoutez, on est arrivé à la fin, donc j'espère que j'aurai été clair pour vous expliquer ce chapitre. Comme d'habitude, si vous avez des questions, que quelque chose n'est pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et donc, normalement, si sous réserve de connexion, de créneaux horaires disponibles, etc., comme d'habitude, on fera un live pour répondre aux questions si vous en avez. On reprendra et je redonnerai des explications supplémentaires si vous en avez besoin. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Bon courage pour le travail, pour apprendre le à retenir, et à bientôt.